Commençons aujourd'hui la lecture de la deuxième méditation. Méditation seconde de la nature de l'esprit humain et qu'il est plus aisé à connaître que le corps. La méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je les pourrais résoudre. Et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m'efforcerai néanmoins et suivrai de rechef la même voie où j'étais entré hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux. Et je continuerai toujours dans ce chemin, jusqu'à ce que j'aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu'à ce que j'aie appris certainement qu'il n'y a rien au monde de certain. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût ferme et immobile. Ainsi j'aurais droit de concevoir de hautes espérances si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable. Alors que dit très rapidement Descartes dans ce paragraphe? Descartes utilise une métaphore aquatique, celle de la noyade. Le doute qui a été mis en place dans la première méditation a détruit, on pourrait dire, le sol de l'océan. Il a ouvert un gouffre, un abîme, une abysse, dans lequel Descartes s'enfonce sans pouvoir toucher le fond, sans pouvoir s'appuyer sur un point fixe qui lui permettrait de remonter ensuite à la surface. On est là face à une exigence d'un fondement, un fondement certain qui permettrait à Descartes de reconstruire, en tout cas d'avoir l'espérance de reconstruire l'édifice des sciences, un petit peu comme un nageur qui, ne sachant pas dans quelle direction il doit nager pour regagner la surface, doit toujours nager dans la même direction, dans l'espoir en fait de rencontrer le fond et de pousser vers le fond pour remonter à la surface. Et c'est pour ça que Descartes dit qu'il faut continuer à nager intellectuellement dans la direction qu'il s'est fixée, avec le cap qu'il s'est fixé dans la première méditation, à savoir continuer en fait dans la voie du doute hyperbolique et systématique, qui a pris, comme nous l'avons vu, l'aspect d'un malin génie qui m'entourerait d'illusions sans que je puisse lui échapper. Et donc en fait, on va reprendre, avec la deuxième méditation, on va reprendre là où on en était resté hier. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses,
je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Je commente très rapidement. En fait, là, on a un résumé de la première méditation en l'espace de 5-6 lignes. On commence par dire que tout ce qui provient des sens est douteux, et en particulier le fait qu'il existe un monde extérieur et que j'ai un propre corps, un corps propre. Et ensuite, je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. On arrive en fait aux éléments, enfin plutôt à la structure même du monde extérieur, structure qui dans le rêve garantissait les vérités mathématiques, mais qui ont été remises en cause par l'argument du Dieu tout-puissant ou de la contingence, et de la contingence de mon propre esprit. Au fond, l'argument du Dieu tout-puissant qui m'aurait créé de telle sorte que je me trompe sans jamais faire d'erreur, ou l'argument d'une contingence de mon être, de mon existence et donc de mon esprit revient au même, parce que ça veut dire qu'en fond, lorsque j'ai l'impression d'avoir lorsque j'ai la conviction d'avoir une certitude, il se peut que je me trompe sans pour autant faire d'erreur, c'est-à-dire sans faire une faute de raisonnement. C'est le résumé de la première méditation. Et le paragraphe se conclut, peut-être rien autre chose sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. C'était la résolution qu'avait pris Descartes à la fin de la première méditation, à savoir que face à l'incertitude de tout, la seule manière non seulement de ne pas faire d'erreur, mais de ne pas être trompé, c'est de suspendre son jugement, c'est-à-dire ne plus rien juger, et donc ne plus rien dire, ne plus rien affirmer, ne plus rien nier, ne plus rien dire à propos de quoi que ce soit. Ne plus rien dire, ne rien dire à propos de quoi que ce soit. Et ce que j'avais dit la dernière fois, et c'est là le point qui est important et qu'il faut noter, c'est que j'avais dit que il semblerait que ne plus juger, c'était ne plus penser. Or, ce qu'on va voir, c'est que c'est dans l'exercice de la suspension du jugement, donc dans le refus de juger, que Descartes va trouver la première certitude sur laquelle il va pouvoir, dans la troisième, dans la quatrième et dans la cinquième méditation, tout fonder. Fonder toute la science. Oui, Armel. Bah justement, ce que je suggérais la dernière fois, c'était que refuser de juger, c'était refuser de penser. Or, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on s'abstient de juger, en réalité, on pense quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ne pas être une pensée. On ne peut pas ne pas être une pensée, y compris lorsqu'on suspend son jugement, en fait, on pense. Parce qu'on fait acte de volonté. Alors, j'anticipe beaucoup là. Et là, on arrive à peut-être l'une des pages les plus célèbres, sinon la page la plus célèbre,
c'est pour ça que je garde toujours le meilleur pour la fin, la page de philosophie française la plus célèbre de l'histoire. Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre chose différente de celle que je viens de juger incertaine, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute? N'y a-t-il point quelque Dieu ou quelque autre puissance qui me met en esprit ces pensées? Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. Moi donc, à tout le moins, ne suis-je point quelque chose? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Tant s'en faut. Tant s'en faut, ça veut dire pas du tout. J'étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saura jamais être que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition je suis, j'existe est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Alors, ce paragraphe est ce qu'on appelle, dans la tradition philosophique occidentale, le cogito. En fait, quand on se réfère au cogito, à le cogito, j'expliquerai pourquoi ça pose un problème de parler du cogito et non pas simplement de cogito. Quand on se réfère au cogito, on se réfère à ce paragraphe, donc au troisième paragraphe de la deuxième méditation. Alors, je vais y aller étape par étape, ensuite je vais vraiment rentrer dans l'explication, dans l'analyse du texte, et en montrer les enjeux, on va dire, critiques. Descartes reprend en fait le mouvement de la première méditation, là où il l'a laissé, à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de moi qui puisse exister et dont je ne puisse douter? N'y a-t-il point quelque Dieu ou quelque autre puissance qui me met en esprit ces pensées? Et Descartes va dire, cela n'est pas nécessaire parce que si ça se trouve, c'est moi qui crée l'idée de Dieu. Alors on verra, c'est l'objet de la troisième méditation, on verra qu'il n'est pas possible pour Descartes que j'ai créé l'idée de Dieu. Je reviendrai là-dessus. Mais Descartes va dire, en tout cas, l'idée d'un malin génie très puissant et très trompeur, je peux l'avoir créé. D'ailleurs, je l'ai fait. J'ai créé cette idée, j'ai créé cette fiction à la fin de la première méditation. Mais alors moi, du coup, ne suis-je pas quelque chose? Ne suis-je pas quelque chose? Et Descartes va dire, je peux douter du fait que je sois un corps.
c'est l'argument de la folie, c'est l'argument du rêve. Et la question qui se pose alors à Descartes est la suivante: si je ne suis pas un corps, ne suis-je rien? Est-ce que je ne suis pas rien si je ne suis même pas un corps? Autrement dit, il faut prendre au sérieux l'hypothèse, qui est loin d'être absurde, c'est si mon corps disparaissait, est-ce qu'il subsisterait quelque chose de moi? Et là, on voit que la question qui se dessine à l'horizon de la deuxième méditation, c'est la question de ce que je suis en tant que substance. Qu'est-ce qui fait que je suis et qu'est-ce qui fait que je suis moi-même, que je suis un sujet? Et Descartes va dire quel était le motif ultime pour moi de douter de tout. C'était la fiction du malin génie, de ce génie très puissant, capable de me tromper sur tout, sur tout, sur tout, sur tout, sur absolument tout. Et Descartes va dire, mais si ce malin génie me trompe sur tout, il ne peut pas me tromper sur un point, à savoir que j'existe. À savoir que j'existe. Pourquoi? Parce que si je pense, si je pense qu'un malin génie me trompe toujours, alors il faut bien que je sois quelque chose. Il faut bien que je sois cette chose qui pense qu'un malin génie le trompe toujours. Donc je répète. Dans l'hypothèse où un malin génie me tromperait sur absolument tout, il ne pourrait pas me tromper sur un point, à savoir que j'existe, parce que pour que je puisse penser qu'un malin génie me trompe toujours, il faut bien que je pense, et donc que je sois. Il faut bien que je pense, et donc que j'existe. Autrement dit, pour Mathéo, qui a vu Matrix, au fond, dans la matrice, Néo peut douter d'absolument tout, mais il ne peut pas douter d'être. Parce que pour avoir des perceptions, pour avoir des pensées dans la matrice, il est bien obligé d'être quelque chose qui pense, qui a des sensations dans la matrice. Donc, aussi longtemps que je pense, aussi longtemps que je pense, je sais que je suis.
aussi longtemps que je pense, je sais que je suis. Et donc je suis, dit Descartes, je suis une chose qui pense. Enfin, il ne le dit pas tout de suite, et d'ailleurs je vais commenter cette expression. Je suis, dit Descartes, res, R-E-S, cogitans, C-O-G-I-T-A-N-S. Alors, j'ai plusieurs points à aborder. Le premier point consiste à déterminer le statut du cogito. Pour Descartes, le cogito, ce passage-là, donc, est une preuve de l'existence de soi. Mais ce n'est pas une démonstration de l'existence de soi. Donc il faut distinguer la preuve de la démonstration. Donc il y a deux questions. En quel sens est-ce une preuve? Et pourquoi n'est-ce pas une démonstration? Ce n'est pas une démonstration pour Descartes parce que la connaissance du fait que j'existe se saisit de manière immédiate et intuitive et non de manière réfléchie et non de manière réfléchie et discursive. Alors, de manière réfléchie, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, pour savoir que je pense, il faudrait que, d'une certaine manière, je fasse un retour sur moi-même pour me rendre compte, en fait, que je suis. Autrement dit, je penserais à quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, à une escalope panée avec des petites pommes de terre rissolées, là en ce moment, ça serait pas mal. Et je me dis, mais si je pense à ça, c'est donc que je suis quelque chose. Il faut bien que je sois quelque chose pour penser à une escalope panée avec des petites pommes de terre rissolées. Mais en fait, dit Descartes, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on fait l'expérience du cogito. On fait l'expérience du cogito de manière immédiate, c'est-à-dire que dès qu'on pense, et Descartes va expliquer par la suite ce que c'est que penser, dès qu'on pense, immédiatement, on sait plutôt, dès que je pense, immédiatement je sais que c'est moi qui pense. Je n'ai pas besoin de me dire, tiens, je suis en train de penser, donc il faut bien que je sois quelque chose. Je n'ai pas besoin de faire retour sur moi-même pour savoir que lorsque je pense, je suis.
Le cogito n'est pas réflexif. Il est irréfléchi. Il est immédiat. C'est très important parce que cela veut dire qu'il peut exister une connaissance sans réflexion. Une connaissance qui sera intuitive chez Descartes. Une connaissance immédiate. Ce que Bergson appellera une donnée immédiate de la conscience. Oui. Alors c'est la question de la fragmentation du moi. On en parlera, mais là, en l'occurrence, la question est de savoir si un fou est capable de penser, par exemple, au sens où Descartes l'entend. Est-ce qu'il est capable de faire l'expérience du cogito? Parce que c'est ça, en fait, l'expérience de la pensée pour Descartes. L'expérience de la pensée, c'est en même temps, en fait, c'est une critique que Nietzsche fera à Descartes. Penser, c'est en même temps savoir que c'est moi l'auteur de mes pensées. Autrement dit, l'expérience de la pensée est une expérience qui est éminemment subjective, au sens où, lorsque je pense, je sais que je suis le sujet de mes pensées. Dans le cas du fou, vous pensez, je pense, à des cas de dissociation de la personnalité qui ne sont pas en fait exactement ce que la psychiatrie appelle la schizophrénie. Dans le cas des personnalités dissociées, en réalité, on pourrait se dire que justement, c'est comme ça que Locke répondrait. Et que Descartes en fait répondrait aussi. Parce que Locke va lire attentivement Descartes et la question de la continuité du moi va se poser à Locke de manière extraordinairement pressante, beaucoup plus pressante qu'à Descartes. On pourrait dire, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu le roman, c'est pas un roman de science-fiction, mais ça y ressemble, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, c'est l'histoire d'un docteur qui se transforme en monstre, mais qui reste dans le même corps, si vous voulez. C'est comme si sa conscience était divisée en deux parties. Le jour, il est le docteur Jekyll, un type un peu faiblard, un peu lâche, mais bon, il ferait pas de mal à une mouche. Et la nuit, c'est Mr. Hyde, c'est-à-dire tout sauf un type faiblard, mais en revanche, il est violent, quoi. Et Locke dirait, mais dans ce cas-là, c'est bien la preuve, en fait, que tant que je pense, je suis. Parce que c'est pas le même corps qui fait le même homme, c'est la même pensée qui fait le même homme. Et Hyde est un individu tant qu'il pense être Hyde, et Jekyll est un individu tant qu'il pense être Jekyll. Et donc on pourrait se dire, dans le cas du fou, c'est-à-dire ici en l'occurrence, dans le cadre d'une dissociation de la personnalité, on pourrait se dire, c'est un petit peu le problème qui se posait à Hobbes, hein, vous savez, avec le bateau de Thésée. On pourrait se dire, c'est deux âmes dans le même corps. Ce sont deux âmes dans le même corps, ce sont deux pensées dans le même corps. Alors le deuxième point, c'est que le cogito n'est pas discursif. C'est-à-dire qu'on n'y parvient pas par un syllogisme du type
de type déductif. On n'accède pas à la certitude du cogito par un raisonnement du type je pense, or tout ce qui pense est, donc je suis. Descartes dit ce n'est pas ça le cogito. Il va le dire dans Descartes va recevoir du courrier, dans les secondes objections et les cinquièmes objections. Zut. Mon feutre. Secondes objections, enfin les réponses aux secondes objections sont écrites par Descartes, les secondes objections vont être écrites par Hobbes, qui va finir par faire perdre patience à Descartes, qui va demander à Hobbes d'arrêter de lui écrire, hein, en disant à un de ses amis, j'ai bien assez de papier pour le dernier usage. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Ce que va dire Hobbes, c'est effectivement que le problème du cogito, c'est qu'on ne sait pas que or tout ce qui est pense. Ou plutôt l'inverse, or tout ce qui pense est. Et donc le cogito ne serait pas valable parce qu'il ne serait pas démonstratif. Mais Descartes dit, mais en fait, le cogito est encore plus valable qu'une démonstration parce qu'il ne repose pas sur cette connaissance-là. On n'a pas besoin de savoir que tout ce qui pense est pour savoir que l'on est lorsqu'on pense. Autrement dit, je fais l'épreuve de mon existence, de mon être, dans l'activité même de la pensée, et non pas dans une démonstration. Alors, Descartes va donc dire qu'on accède à la certitude de sa propre existence par une intuition, c'est-à-dire par une saisie intellectuelle immédiate de sa propre existence. Autrement dit, on saisit son être par l'acte de penser. On saisit son être par l'acte de penser. Peu importe que ce que je pense soit faux, dans l'épreuve même de la pensée, il y a contenu la certitude de mon existence. Donc on peut dire que, pour reprendre la métaphore que Descartes utilisait au début de la deuxième méditation, on peut dire là que le noyé a touché le fond et qu'il va pouvoir remonter à la surface. Pourquoi a-t-il touché le fond? Parce que c'est au cœur en fait de la fiction du malin génie, c'est-à-dire la raison la plus forte, on va dire, qu'on pouvait avoir de douter de tout, qu'on va trouver la certitude de sa propre existence. Si je pense qu'un malin génie me trompe, je pense, donc il faut bien que je sois quelque chose. Alors,
quelques années plus tard, c'est-à-dire à peu près 2 siècles et demi plus tard, Nietzsche va faire une critique célèbre du cogito, une critique qui n'est pas exactement celle d'Eva. La critique d'Eva, c'est plutôt celle de Locke, en fait. Mais Nietzsche va en faire une autre. Alors, il faut que je retrouve le texte. Ça ne devrait pas être long. Alors, si Word ne plante pas, ça va pas être long. Word plante. C'est bon. Alors. Nietzsche. Non, c'est pas ça. Non. Alors. Voilà, ça doit être ça. Je vous lis ce texte qui est tiré de l'aphorisme 17 de Par-delà bien et mal. Donc c'est l'alinéa 17 de Par-delà bien et mal de Nietzsche. Pour ce qui est de la superstition des logiciens, je ne me lasserai jamais de souligner un petit fait que ces esprits superstitieux ne reconnaissent pas volontiers, à savoir qu'une pensée se présente quand elle veut, et non pas quand je veux. De sorte que c'est falsifier la réalité que de dire le sujet je est la condition du prédicat pense. Quelque chose pense, mais que ce quelque chose soit justement l'antique et fameux je, voilà pour nous exprimer avec modération une simple hypothèse, une assertion, en tout cas pas une certitude immédiate, contrairement à ce que pense Descartes. En définitive, ce quelque chose pense affirme déjà trop. Ce quelque chose contient déjà une interprétation du processus et n'appartient pas au processus lui-même. En cette matière, nous raisonnons d'après la routine grammaticale. Penser est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, etc., etc. C'est en se conformant à peu près au même schéma que l'atomisme ancien s'efforça de rattacher l'énergie, qui agit une particule de matière, qu'elle tenait pour son siège et son origine, l'atome. Des esprits plus rigoureux nous ont enfin appris à nous passer de ce reliquat de matière, et peut-être un jour les logiciens s'habitueront-ils aussi à se passer de ce quelque chose auquel s'est réduit le respectable jeu du passé. Donc que nous dit Nietzsche? Nietzsche nous dit que lorsque l'on fait l'expérience de l'existence dans la pensée, il n'est pas certain qu'on fasse l'expérience de la subjectivité. Il n'est pas certain qu'on fasse l'expérience du je. On devrait plutôt dire quelque chose pense, donc quelque chose est, voire il y a de la pensée, donc il y a de l'être. Et ce que soupçonne Nietzsche, au fond, c'est que Descartes est resté prisonnier
de sa croyance en la grammaire, à savoir que tout verbe suppose un sujet. Mais dit Nietzsche, il y a des actions sans sujet. Il y a des actions qui sont sans sujet. Par exemple, il pleut. C'est quoi comme sujet la pluie? C'est pas un sujet. En tout cas, pas un sujet au sens où on l'entend. Quelque chose comme le vieillissement des cellules, ou la division cellulaire, c'est un processus, si vous voulez. Mais quel est le sujet de ce processus? C'est un processus qui est sans sujet. Autrement dit, il y a, dit Descartes, des actions qui ne reposent pas sur un agent, qui ne reposent pas sur un agent identifiable, qui sont des actions sans sujet, des processus sans sujet. Non, c'est Nietzsche, pardon. C'est Nietzsche qui dit ça. Et donc, on pourrait croire, justement. On pourrait croire que le sujet est l'histoire que se raconte ce processus. Que le processus va se persuader, en fait, qu'il est le sujet du processus. Et c'est ça qu'on appelle la conscience. Qui a vu 2001, l'Odyssée de l'espace? À part Mathéo. Qui a vu, je sais pas moi, Blade Runner ou iRobot ou tous les films de science-fiction où un ordinateur va prendre conscience de lui-même, à savoir qu'il va se dire « je suis l'auteur des processus qui sont en moi ». C'est ça que dit Nietzsche. Nietzsche dit il y a des processus qui peuvent s'apparenter à de la pensée et qui ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas des sujets. Ils ne savent pas qu'ils sont des sujets parce qu'ils ne sont pas des sujets. Un ordinateur, ça pense, mais il ne dira jamais « je pense ». Qu'est-ce qui va faire, en fait, qu'un processus de pensée va devenir le sujet d'une pensée? C'est très compliqué. Enfin, la science-fiction parle de ça, si vous voulez. Nietzsche parle de ça. Qu'est-ce qui fait que le « ça pense » devient un « je pense » ? Pour le moment, on ne sait pas. On va formuler une hypothèse à l'aide d'un auteur qui s'appelle Mendebiran. Pour le moment, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, pour le coup, c'est qu'on ne peut pas faire l'expérience d'une pensée, sauf dans des expériences limites. On ne peut pas faire l'expérience d'une pensée sans la rapporter à notre subjectivité. Autrement dit, quand on pense, on sait que c'est nous qui... Quand nous pensons, nous savons que c'est nous qui pensons. Nous ne pouvons pas penser, en fait, sans penser que c'est nous qui pensons. Nous rattachons toujours nos pensées à nous, à un sujet. Pourquoi? C'est un mystère pour le moment. Mais c'est un fait. C'est un fait qui est mystérieux, qui est problématique. Kant va dire qu'il est impossible de définir substantiellement ce que nous sommes en tant que sujet, mais que le sujet est le centre de synthèse de toutes nos pensées. Autrement dit, ce qu'on va appeler le sujet, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui centralise nos expériences, nos souvenirs,
notre volonté, nos sentiments. Et c'est ça, en fait, ce point de synthèse, ce centre de synthèse qu'on appelle le sujet. Chez un ordinateur, on pourrait imaginer une statue, par exemple, qu'on doterait de sentiments, qu'on doterait de volonté, etc., etc. La question est, mais est-ce qu'elle serait capable de vivre ça à la première personne? Allez, on se dit à demain pour parler du sujet sur l'œuvre d'art, enfin plutôt l'art sans œuvre. Ok. Donc je serai à midi dans la salle habituelle pour les volontaires et les courageux.